bienvenue à notre atelier ce matin sur le thème Moodle intermédiaire, Moodle pour intermédiaire. Dans le fond, comme on voit, on a des gens d'un peu partout à l'international. C'est super le fun. La semaine de la formation à distance prend de l'ampleur. On vous remercie d'être avec nous. Pour ceux que c'est la première expérience sur Zoom, en fait, juste vous rappeler que si vous voulez clavarder, vous pouvez aller cliquer sur l'onglet que vous retrouvez dans votre barre d'outils dans le bas de l'écran de Zoom qui est écrit Converser. Et on vous propose aussi de fermer vos micros pour toute la durée de l'atelier. Donc, sur la même barre d'outils tout à fait à gauche, vous pouvez cliquer sur le micro pour le fermer. La caméra, vous pouvez la laisser ouverte ou fermée selon votre choix. Et je vous propose aussi de vérifier en haut de votre écran Zoom, vous voyez un petit quadrillé où vous pouvez transférer soit en mode intervenant ou en mode galerie. Donc, vous pouvez aller vérifier ce qui vous convient le mieux, là, puis voilà. Fait que ça, c'est pour les petites consignes du début. Maintenant, on a le privilège d'avoir avec nous François Lisotte de Moodle Déclic pour nous présenter l'atelier de ce matin. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, François. Bon atelier à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier. Quand on m'a approché pour donner cet atelier-là, cette formation-là, on parlait de Moodle pour intermédiaire. C'est peut-être difficile de calibrer exactement ce que ça veut dire intermédiaire. Donc, je tiens pour acquis que vous avez déjà eu un premier contact avec Moodle, pour la plupart d'entre vous. Et on va essayer de voir certaines choses. De toute façon, je vais vous présenter ce qu'on va voir pendant la formation. Ensuite, vous me direz si vous jugerez si ça fait votre affaire. Vous pourrez faire autre chose en même temps si c'est trop facile ou trop difficile. Mais ça ne devrait pas être trop difficile. Donc, je me présente, François Lisotte, comme Catherine le disait, je suis coordonnateur de la corporation Déclic. Ceux qui ne connaissent pas Déclic, mais c'est un organisme du réseau collégial qui offre un environnement numérique d'apprentissage. À une certaine époque, on développait notre propre plateforme et un jour, on a décidé de passer à Moodle. Donc, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on offre Moodle à la majorité des collèges du réseau, donc au Québec. Que dire d'autre? Je vous parle en direct de mon bureau au Collège de Bois-de-Boulogne, dans le nord de l'île à Montréal, dans le quartier Huntsic. C'est ici qu'est basé le quartier général, le modeste quartier général de la corporation Déclic. Et c'est ici aussi qu'est né le projet. Alors, Moodle, très, très, très rapidement, de dire une plateforme d'enseignement, un environnement numérique d'apprentissage. C'est un outil qui a été, qui doit avoir à peu près 18 ans maintenant, conçu dans le cadre d'un projet de doctorat par un dénommé Martin Dogiamas, australien. Et Moodle est toujours développé et géré. Le quartier général de Moodle est toujours en Australie, à l'ouest, à Perth. C'est un logiciel libre, donc qu'on peut adapter, utiliser sans réserve, sans limite. C'est pour ça qu'on a opté pour cet outil qui était déjà répandu, non seulement dans le réseau collégial, mais aussi dans le réseau des universités au Québec. Donc, quand même l'environnement numérique majoritaire jusqu'à maintenant. Alors, ce matin, ce que je vous propose, c'est un petit tour. J'ai fait un cours dans Moodle, quelque chose d'assez simple. Ce que je vous propose, je vais vous dire exactement ce qu'on va faire ensemble. On va voir comment faire le suivi des étudiants. Et je vais demander des volontaires tout à l'heure pour jouer le rôle étudiant parce que je veux qu'il y ait un peu d'action dans mon cours. Là. Je veux pas que ce soit juste bidon. Donc, tantôt, je vais faire un appel pour avoir 6 volontaires. Je vais vous transmettre un code d'accès. Vous allez aller dans mon cours et jouer le rôle étudiant. Intégrer une vidéo dans son cours. Il va y avoir un petit extra d'interactivité dans ce cas-ci.
On va voir comment créer un test en ligne. Donc, la base du test en ligne et le paramétrage aussi du test en ligne. Alors, ce n'est pas tout de créer des questions, de les assembler dans un questionnaire, mais il faut être capable de bien administrer ce test-là quand il est fait. On va voir comment jouer avec les activités conditionnelles, rendre une activité conditionnelle à une autre. Donc, tu fais le test 1 avant de faire le test 2. Il faut que tu aies réussi le test 1 avant de pouvoir passer au test 2. Comment on fait la correction manuelle d'une question ouverte dans un test? On va voir aussi le module de devoir, comment fonctionne la remise d'un document en devoir et comment on va, en parlant du devoir, on va aborder la notion d'achèvement aussi, qui est une autre notion importante dans Moodle. Je vais vous montrer comment aller chercher les devoirs, comment annoter, comment les télécharger en lot et comment annoter. Créer un sondage. Ça va être une petite activité rapide, mais c'est parce que les cobayes, les volontaires, ce matin, vont devoir se répondre à une question de sondage pour pouvoir choisir un sujet à partir duquel on va créer des équipes. Et là, on va embarquer dans la notion de groupe et groupement dans Moodle. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Je tiens à dire que la plupart de ce qu'on va faire, là, sauf peut-être ma petite vidéo de présentation, ma petite vidéo qui va servir d'appui au départ, il y a une couche d'interactivité qui a été créée avec H5P, mais tout le reste, on va travailler avec des modules standards de Moodle. Donc, Moodle, il y a un cœur, il y a une distribution de base qui vient avec certains modules, mais il y a toute une banque de modules qu'on peut ajouter, qu'on peut greffer à Moodle, peut-être au-dessus de 1000 modules complémentaires, j'appelle des modules tiers. Et là, bien évidemment, d'une installation Moodle à l'autre, ça va varier selon le choix des modules complémentaires. Nous, on va se concentrer sur les modules de base, comme ça, si vous n'êtes pas au Moodle avec des clics, vous ne serez pas perdu parce que je vous montre un module que vous n'avez pas chez vous. Donc, je remercie Karine, je pense qu'il va m'assister pendant cette présentation. Et en commençant, dans Zoom, là, ça c'est la partie un petit peu plus acrobatique ce matin, ce que je demanderais à 6 volontaires de lever la main. Je ne sais pas si vous savez comment lever la main. Ah, j'ai René. On a déjà... Marie-Josée Tondreau. Regardez bien ça. Et là, si je suis rapide, là, je suis capable de vous envoyer dans la conversation privée. Je vous envoie les Donc, on va prendre encore 4 volontaires qui auraient le goût de jouer le rôle de l'étudiant ce matin. Ah, on en a qui s'ajoutent. 1, 2, 3. Encore 2 volontaires. Ah, c'est bon, je pense qu'on a notre monde. Fait que tu les vois, François, les 6 premiers? Je les vois. Super. Je suis en train d'envoyer à Marie. Là, je suis rendu à Marie-Josée, Lindsay. C'est parce qu'il faut que j'aille en conversation privée avec chacune des personnes. Vous avez une adresse, un code d'accès, un mot de passe. Et là, vous allez, on va sans doute vous demander d'accepter les... Moi, ça fonctionne, François. Je suis dans le cours. C'est bon, ça, c'est rassurant. Moi aussi. Là, j'ai envoyé. Eshoul. Et Julie. Là, c'est ça, je prends les 6 premières mains levées. Merci de vous porter. Là, j'espère que je n'ai pas... Puis qui a dit pas moi? C'est Eshoul. OK. Sophie Houl. Sophie Houl.
Et pourquoi pas toi, Sophie? Tu as levé la main? Dans le sens que je pense qu'elle voulait dire qu'elle n'avait pas reçu les trucs, mais c'était le délai OK. probablement que tu vas tout L'as-tu écrire reçu? en même temps. Oui, c'est ça, parce que j'y allais, là. Fallait que j'y Moi, aille. je n'ai pas encore reçu Voilà. non plus, François. Je ne sais pas si c'est à moi que tu avais envoyé. Y a-tu quelqu'un qui a reçu par accident? Peut-être juste, François, nommer les 6 personnes à qui tu les as envoyées. Alors, Sophie Houle, Lindsay Vargas, Marie-Josée Tondreau, René Bélanger. Le dernier, Guillaume, j'ai Julie Belland. Guillaume nous dit que c'est bon pour lui. Moi, je n'ai pas reçu. Je suis supposée à recevoir dans mon clavardage. Ça, c'est Julie qui dit Oui, moi, c'est j'ai pas Julie. reçu. Oui. C'est ça. Excuse-moi. Ben, écoute, je vais recommencer. C'est la 5e. Ça avait l'air facile, ça, hier, en théorie. Là, Julie, c'est Allez, j'ai rentré. reçu, oui. OK, excuse. Bon, voilà, c'est fait. Et là, je vais aller voir tout de suite. Bon, OK, on y va. On a 6 volontaires qui vont jouer. Donc, si je vais afficher ma liste de participants maintenant, je devrais vous voir apparaître dans le cours. Je vais vous attendre. Pour l'instant, j'ai juste Fadio 4 qui est arrivé au bon endroit. Ça, c'est comme le prof qui arrive en classe pour la première fois dans un laboratoire, là, puis il dit aux étudiants, vous allez vous connecter à Moodle, puis il a hâte, il espère que ça va marcher pour tout le monde. Ben, c'est ce qu'on vit présentement en direct. Donc, ben là, vous avez des noms, vous êtes anonymisés. Fadio 1, Fadio 2, Fadio 3. Est-ce qu'il y a un cours en particulier, François, qu'il faut qu'on utilise? Vous êtes inscrit au cours, vous allez dans le tableau de bord, vous allez dans Fadio 2020. Parfait, merci. Très, très original comme nom de cours. C'est vrai que vous êtes sur le site de formation, c'est des cours qui sont ouverts à l'auto-inscription, mais celui auquel vous êtes inscrit, Fadio 2020. Là, il me manque Fadio 3. Là, je suis dans ma liste des participants. Donc, évidemment, premier suivi qu'un prof fait, c'est ce que mes étudiants sont là. Donc, puis est-ce qu'ils se sont connectés récemment? Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Là. Pour l'instant, je veux dire, ça va assez bien. Oh, j'ai tout le monde. Non, Fadio 3 que j'attends encore. Qui a hérité de ce... C'est Lindsay. Et là, je pourrais, par exemple, sélectionner tous mes étudiants pour leur envoyer un petit message de bienvenue. Petit message de bienvenue qui va apparaître dans la messagerie personnelle de Moodle. Et pour ceux qui ne seraient pas connectés, il y aurait l'envoi d'un courriel. Mais là, vous avez des courriels fictifs, donc vous ne recevrez rien, ne vous inquiétez pas. Mais donc, c'est une façon donc, de communiquer rapidement avec mes étudiants. Je pourrais ajouter certains filtres là. Donc, je pourrais aller chercher les étudiants actifs, inactifs. Donc, tout le monde est considéré comme actif parce que les inscriptions sont actives. Et voilà, puis il y en a qui ont modifié leur profil. Je me suis dit que ça serait plus facile pour toi. OK. Ouais, mais là, vous ne serez pas... si vous ne répondez pas bien à mes tests, tout le monde va voir votre résultat tantôt. Vous ne serez pas anonyme.
Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas difficile. Donc, voilà, c'est pour le suivi des participants donc, à ce niveau-là. C'est assez simple. On va voir au fur et à mesure qu'on va avancer comment on peut aller suivre les participants. Moi, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai une petite vidéo ici. Excusez pour le bandeau Thank you for trying out H5P. Bon, je n'avais pas prévu. C'est là que j'ai eu un petit problème de version de plugin, donc il a fallu que j'utilise cette version-là. J'ai déniché une petite vidéo. Ce que je voulais, c'est d'avoir quelque chose qui est très, très court, qui servait de prétexte là, ensuite pour poser des questions, pour avoir un semblant de contenu pour pouvoir faire la démonstration. Donc, c'est une petite vidéo sur les droits humains en 2 minutes. En fait, c'est en 2 minutes et demie. Et il y a, dans cette vidéo-là, il y a certains éléments d'interactivité. C'est sûr que je ne ferai pas jouer la vidéo, là. Et donc, par exemple, j'ai une petite fenêtre de commentaires ici. J'ai une question qui est liée directement à ce qui vient d'être dit dans la vidéo. J'ai une deuxième question ici, donc il faut cliquer pour la faire apparaître. Et par la suite, j'ai un dernier petit commentaire. Donc, une couche d'interactivité qui est placée par-dessus une vidéo qui est dans YouTube. Tout ça, ça a été fait avec l'outil H5P. Si vous ne connaissez pas, donc h5p.org, vous pouvez découvrir ce que c'est. Alors maintenant, quand vous, mes volontaires, vous aurez de votre côté regardé la vidéo, là, je sais que ça, c'est peut-être la partie un petit peu plus difficile, tout en m'écoutant. Vous avez le son qui vient des deux côtés. Hein, il y a un premier test à faire, test 1 sur les droits humains. Alors, c'est un test que j'ai qui est déjà créé. Ensuite, je vais aller vous en créer un deuxième lorsque vous aurez répondu. Maintenant, moi, de mon côté, puisque je suis en mode de formation dans Moodle, puis je vais vous montrer comment j'ai fait ceci, sauf pour la couche d'interaction, je voudrais quand même aller vous montrer comment intégrer facilement une vidéo YouTube, par exemple, dans Moodle. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a différentes façons d'y arriver. Je vais activer le mode édition dans mon cours. Donc, pour l'instant, je ne suis pas en mode édition. En passant, j'utilise le thème standard de Moodle qui s'appelle Boost. Votre environnement est peut-être différent de celui-ci. Donc, la plupart de mes commandes, donc par exemple, les commandes du cours sont dans ce menu ici. Plutôt que dans un bloc, dans des thèmes plus classiques, on va retrouver les mêmes commandes dans un bloc. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite différence avec ça, avec quoi vous êtes habitué. Et les principes sont les mêmes, mais ça demeure Moodle. Donc, pour activer le mode édition ici, je dois lancer la commande ici, alors que dans d'autres thèmes, on a un bouton pour activer le mode édition, tout simplement. Donc, je passe en mode édition et je vais aller dans ma section aussi que j'ai appelée terrain de jeu. C'est là que je vais faire des modifications. Donc, par exemple, si je voulais intégrer une vidéo dans ma page de cours, comme je l'ai fait ici, j'irais tout simplement, j'ai le choix, je pourrais aller dans mon résumé de section. Dans ce cas-ci, j'irais modifier la section ou je pourrais aussi utiliser une étiquette. Dans le résumé de section, je peux aller tout simplement copier et coller un lien vers une vidéo YouTube. Et il y a un dispositif dans Moodle qu'on appelle un filtre qui va reconnaître ce lien-là et qui va détecter donc que c'est une vidéo YouTube et qui va faire l'intégration automatique de la vidéo, tout simplement en collant le lien.
La façon plus classique de procéder, là, je vais le faire, mais dans une étiquette. En fait, je vais intégrer la même vidéo avec une ressource étiquette. Ressource étiquette étant n'importe une zone de texte qu'on peut insérer n'importe où dans sa page de cours. Et là, je vais aller coller le code d'intégration qui est fourni par YouTube. Donc, quand on va sur YouTube, qu'on regarde une vidéo, on a la possibilité d'intégrer. Et là, j'ai découvert hier qu'il y a un nouveau mode d'intégration dans YouTube qui permet de bloquer les cookies. Donc, avec le message de la part de YouTube qui dit que si vous ne regardez pas la vidéo, là, dans YouTube, ne vous pistera pas. Voilà, donc c'est un peu différent comme dimension, comme position aussi. Donc, avec le fameux lien direct détecté par un filtre, la vidéo est centrée dans le contenu, alors qu'ici, on a davantage, la vidéo est plus large, évidemment, parce qu'on indique dans le code d'intégration une largeur prédéfinie. Donc, c'est sûr qu'en principe, ça devrait toujours, excusez, s'ajuster à la largeur de l'écran. C'est sûr que quand on est en mode édition, on a une moins bonne aperçu de ce que ça donne à cause des commandes qui sont affichées. Donc, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est mon point, insérer une vidéo. Je pense que ce n'est pas très difficile. C'est comme ça qu'on fonctionne. La question du test en ligne maintenant. Donc, je vais aller voir ici dans mon test et je vois ici que j'ai déjà 3 tentatives qui ont été faites. Donc, j'en déduis que les 3 volontaires sont allés répondre au test. C'est bien. Et je vais aller dans les paramètres de ce test-là. Donc, c'est un test de 2 questions, tout simplement. C'est très, 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 très simple. Et tout à l'heure, je vais montrer, je vais aller créer des questions dans un test parce que le test numéro 2, lui, il n'est pas encore créé. En fait, c'est une coquille vide. Il est là, mais il n'est pas encore affiché. Et je vais parler des paramètres du test avant de parler du test en tant que tel. Donc, les paramètres, c'est quoi? Bien, c'est tout ce que vous voulez contrôler par rapport à ce test-là. En fait, tout ce qui est contrôlable, notamment le temps. Là, le test, il n'y a pas de limite de temps ici. Il est ouvert, donc je n'ai pas mis de moment d'ouverture, je n'ai pas mis de moment de fermeture. Mais je pourrais dire, attention, OK, aujourd'hui, on est le 19 février et je veux qu'à 11 heures, ça soit terminé. Donc, vous avez jusqu'à 11 heures pour répondre à ce test-là. Après quoi, ce ne sera pas possible. Et je pourrais chronométrer le test. C'est-à-dire, vous avez, lorsque vous lancez une tentative de ce test-là, vous avez 10 minutes pour répondre. À ce moment-là, il y a un chrono et au bout de 10 minutes, la remise va se faire automatiquement. Une des chaînes de caractères la plus poétique de Moodle, lorsque le temps imparti échoua. C'est magnifique, le verbe échoir est assez peu usité, mais on l'a ici. Donc, autrement dit, lorsqu'on arrive au bout du chrono, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, la tentative en cours est envoyée automatiquement. C'est comme dans une classe, hein, quand les étudiants sont en train de faire leur test, leur examen, puis que le temps est fini, c'est comme s'il y avait une baguette magique qui allait chercher les feuilles. C'est pratique.
Il y a d'autres possibilités aussi. Il y a un laps de temps supplémentaire qui est donné pour envoyer le test. On ne peut plus répondre, on ne peut plus le modifier, mais tu as 10 minutes pour l'envoyer. Je n'ai jamais vraiment vu la pertinence de ça par rapport à l'envoi automatique, sinon que ça te permet de, je sais pas, de respirer, de revoir tes réponses, de te rassurer, mais tu ne peux plus les modifier. Et enfin, il y a le troisième choix qui, lui, est strict et fait exactement ce que ça dit. La tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Avec ceux qui choisissent ça, ne soyez pas étonnés si les étudiants viennent vous voir, mais ouais, mais là, j'avais fini, mais je ne sais pas, ça ne marche pas, c'est coincé. Parce que l'étudiant n'a pas fait sa remise, il n'y a pas de remise automatique, donc ça reste coincé dans le système et vous ne recevrez jamais la tentative. Parce qu'on a eu quelques expériences comme ça. Après coup, ça a l'air très, très, très sévère. La tentative doit être envoyée, sinon, ça ne compte pas. Tu n'as pas remis ton truc à temps, c'est zéro. C'est exactement exactement ce qui se passe ici, alors que ça pourrait tout simplement partir automatiquement, puis on va chercher ce qu'il y a, puis c'est tout. Donc, c'est ce qu'on recommande comme réglage. Bon, après ça, et c'est ce formulaire-là est très complexe. Je ne passerai pas tous les points parce que il y a énormément de choses, il y a énormément de détails, mais à la fin de la présentation aujourd'hui, moi, là, j'ai un petit plan de match à côté. Là, j'ai ma feuille ici, je l'ai imprimée, je l'ai sur un document et je vais vous le transmettre et j'ai ajouté des ressources. Certaines de ces ressources-là, bien, ça pointe vers notre site de formation. Puis, par exemple, si ça vous intéresse de creuser ça davantage, la façon de paramétrer un test, là, administrer un test, bien, on a créé un tutoriel là-dessus où on montre, on fait le tour de chacun des paramètres et on donne des exemples de comportement. Donc, c'est comme on reprend toujours le même test, puis là, vous pouvez tester, voir ça veut dire quoi quand un nombre de tentatives illimité, nombre de tentatives autorisées, c'est quand même quelque chose d'important. Ici, ce que je dis à mes étudiants, c'est que vous pouvez suivre, vous pouvez faire autant de tentatives que vous le voulez, donc pas de limite. Puis, en bout de ligne, ben, la note qui va être considérée, ça va être la note la plus haute. Donc, généreux. Mais si j'étais dans un test sommatif, bien là, il faudrait que je limite ma tentative, mon nombre de tentatives à une tentative. Et il y en a juste une, vous le faites une fois, c'est celle-là qui compte. Donc, quand même assez important. La mise en page, est-ce que j'ai une question par page ou je mets plusieurs questions sur une page? L'avantage d'avoir une question par page, c'est qu'il y a un enregistrement du questionnaire qui se fait à chaque fois qu'on change de page. Donc, c'est plus prudent d'une certaine façon de paginer son texte. Le comportement des questions, est-ce qu'on mélange les éléments des questions par défaut? Donc, mélanger les éléments des questions, ça veut dire les options de réponse A, B, C, D, E, par exemple, vont être mélangées aléatoirement. Donc, mon voisin qui fait le test en même temps que moi, si on est un à côté de l'autre, n'aura pas les options de réponse dans le même ordre. Donc, on ne peut pas se refiler en disant question 2, c'est la réponse A, etc. Ça ne fonctionnera pas. Comment se comportent les questions? Donc, on a différents modes là, de passation du test. Le plus courant étant celui qu'on appelle le feedback a posteriori. Donc, l'étudiant fait son test, le remet et ensuite, il y a un retour, il y a un feedback, il y a sa note. Par contre, il y a d'autres possibilités. C'est qu'on peut avoir du feedback immédiat. Donc, au fur et à mesure qu'on répond, on a le feedback. Il y a le mode interactif avec essais multiples. Donc, on peut se reprendre. Il y a une question, je peux reprendre, je peux essayer de répondre à nouveau. Le mode adaptatif aussi, c'est un peu le même principe. Hein? Il y en a un avec pénalité, il y en a un sans pénalité. Donc, je peux permettre la reprise, donner des indices. Ensuite, pour chaque indice donné, je peux imposer une pénalité. Donc, il y a vraiment différents modes. Là, on va se concentrer sur le plus simple et le plus utilisé, qui est le feedback a posteriori. Mais il y a tous ces modes de passation du test.
qui peuvent être intéressants. Et ça, à la fin, quand je vous montre la ressource qu'on a construite là-dessus, c'est que là, vous allez avoir un exemple de chacun de ces tests-là, à condition évidemment de vous authentifier, d'aller voir. Ça va aller. Il y a les fameuses options de relecture. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué dans ça. Et là, ça va être le temps peut-être d'aller chercher un petit peu de feedback. Est-ce que vous m'entendez toujours? Tout Je pense se que passe je le bien. saurais. Ça va bien. Se passe Je bien. viens de parler tout seul. Est-ce que, OK, juste ici, là, juste à main levée, il y en a combien qui ont déjà fait créer des tests dans Moodle? OK. Il y a combien de personnes qui ont levé la main? Environ 6 personnes. Ah, quand même, quelques personnes, quelques mains levées. Ça augmente, là. On arrive devant ça, puis, hey, c'est quoi cette affaire-là, les options de relecture? Ça, c'est quand l'étudiant il a remis son test, là, il a remis sa tentative. Qu'est-ce qu'on y montre après coup? Puis là, il y a des options de relecture, il y a pendant, il y a immédiatement après la tentative, il y a plus tard, alors que le test est encore ouvert, puis après la fermeture du test. Hey, il y a 4 niveaux. Ici, je ne peux rien faire parce que j'ai choisi le feedback a posteriori. C'est que pendant la tentative, on ne montre rien. Mais si j'avais choisi quelque chose comme feedback immédiat, bien là, j'aurais des cases cochables ici. Donc, c'est au fur et à mesure que tu avances, je te donne du feedback. Peut-être, François, excuse-moi de t'interrompre, juste peut-être préciser aux gens qui se joignent à nous, parce qu'on a quand même peut-être 7, 8, 9 participants qui se sont joints depuis le début, peut-être leur expliquer que tout le monde n'est pas nécessairement dans la plateforme, peut-être expliquer le principe, si tu veux. Oui, ben oui, c'est vrai. Donc, pour ceux qui se seraient joints à la présentation là, après le début, donc je suis en train d'expliquer. Donc, il y a 6 volontaires qu'on a désignés au début, qui se sont portés volontaires et qui vont jouer le rôle d'étudiants. Et là, moi, je suis en train d'expliquer comment j'ai paramétré mon test dans Moodle et on va aller voir tantôt. Donc, les volontaires ont répondu à mon test. Donc, et là, je suis dans les options de lecture du test. Donc, qu'est-ce que mes étudiants vont voir une fois qu'ils vont avoir fait une première tentative de test? Donc, là, j'ai coché ici immédiatement après la tentative. Ça va. Mon test, je ne le ferme pas. Il n'y a pas de fermeture. En fait, il n'y en avait pas de fermeture officielle, mais j'allais cocher tantôt. C'est pas vrai. J'allais entrer une date de fermeture. Donc là, je pourrais cocher ces cases-là. C'est-à-dire que c'est un test formatif. Je vous montre tout. Je vous montre tout ce que vous avez fait, les points. Je vous indique si vos réponses sont correctes et s'il y a du feedback, je vous donne tout. Je vous donne tout dès que vous avez fait le test, donc immédiatement après la tentative. Une fois que vous arrivez à la fin, là, vous cliquez sur « Remettre », puis vous allez avoir en pleine face tout ce qui est là par rapport à votre test. Donc, cette relecture-là. Plus tard, alors que le test est encore ouvert, c'est que si vous quittez cette page-là, vous revenez à votre test, vous avez toujours accès à la relecture. Si je décochais ici, ce ne serait pas le cas. Et après la fermeture du test, même si je ferme le test, vous allez continuer de voir la relecture. Parfois, quand, par exemple, le test est sommatif, qu'on ne veut pas qu'il y ait d'échange entre les étudiants, mais on va tout décocher ici. Et on va seulement rendre disponible l'information après la fermeture du test. Donc, ça veut dire que tout le monde a fait son test et c'est à cette date-là que les résultats vont être disponibles. Sur l'apparence, bon, l'affichage de l'avatar, ça c'est peu d'importance, à moins d'être en direct dans un laboratoire et de vraiment vouloir contrôler qui fait quel test pour être sûr que l'étudiant est bien dans son compte. Donc, sur la page, il y aurait son avatar, sa photo, s'il y a une photo.
le nombre de décimales dans les notes. Par défaut, c'est 2. Si vous n'aimez pas les décimales, vous pouvez réduire le nombre de décimales. Ça ne changera pas le calcul du score dans une note. C'est tout simplement une question d'affichage. Mais attention, si vous enlevez les décimales et qu'il y a des décimales dans les réponses, bien, Moodle il va arrondir, puis ça peut donner une note, je dirais, trompeuse à l'étudiant s'il n'y a pas de décimales à cause de l'arrondissement. On va laisser tomber les autres aspects. Donc, restrictions supplémentaires sur les tentatives. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une clé. Une clé, c'est un mot de passe qu'on partage, qui est commun. Donc, par exemple, je pourrais ici entrer un mot de passe que je transmettrai à mes étudiants le temps venu. Donc, si vous n'avez pas le mot de passe, vous n'êtes pas capable d'entrer dans le test. C'est un mot de passe unique pour tout le monde, mais ça bloque d'une certaine façon ceux qui n'auraient pas accès au mot de passe. Donc, ces communications sont coupées avec l'extérieur. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va se brancher pour les faire à ta place. On pourrait même faire une restriction par adresse IP. Bon, ça, il faut faire attention, mais par exemple, si vous étiez dans un laboratoire contrôlé pour un test, vous pourriez dire seulement ceux qui ont telle adresse IP qui ont le droit d'entrer et d'accéder au test. Donc, la plupart du temps, c'est l'adresse IP sortante du collège parce que Moodle, notre service Moodle est à l'extérieur. Si vous aviez un Moodle à l'interne, peut-être que vous pourriez, de façon encore plus fine, contrôler l'accès par adresse IP. Mais ça veut dire que si, ici, bon, moi, je suis au Collège de Bois-de-Boulogne, là, puis que je veux donner un test sur Moodle en direct dans une classe, bien, je pourrais entrer l'adresse IP du collège, ce qui fait que quiconque est à l'extérieur, qui essaie de se connecter avec une autre adresse IP, ne pourrait pas. Une façon de protéger le test. J'insisterai pas sur première, deuxième, sauf peut-être une chose ici, le délai imposant de la première à la deuxième tentative et les tentatives suivantes. Imaginez que vous avez un test formatif à plusieurs tentatives, puis, ou par exemple, ce que je viens de faire, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je rends mon test 1, la réussite du test 1 est conditionnelle à l'accès au test 2. Mais je ne veux pas que mes étudiants aillent bâcler leur test 1 juste pour essayer d'avoir la note de passage pour accéder au test 2. Donc, je pourrais dire, ben, regarde, entre ta première et ta deuxième tentative, il faut que tu attendes 30 minutes. Va relire, va regarder tes vidéos, va étudier, puis après ça, viens prendre le test parce que tu as raté. Prends au moins 30 minutes entre les deux, plutôt que d'essayer de faire 25 tentatives pour essayer d'arriver au bon résultat. Je le dis parce que j'ai déjà vu ça. C'est un peu anecdotique, mais c'est un collègue qui, justement, enchaînait les tests comme ça. C'était un petit test de lecture, puis des étudiants qui essayaient là, par tous les moyens d'avoir la note sans lire le texte préalable sur lequel portait le questionnaire. Quand tu lisais le texte, c'était facile de répondre aux questions, mais quand tu ne lisais pas le texte, c'était plus difficile. Donc, il fallait que tu devines. Et pour avoir le résultat, puis il y en a qui pouvaient aller chercher, le faire, on a vu peut-être 20 tentatives en 15 minutes, là, ça ne fait pas très sérieux. Donc, voilà pour ce qui appartient au test. Puis, en bout de ligne, je ne l'ai pas fait ici, mais je peux donner un feedback global basé sur la note obtenue au test. Donc, par exemple, je peux ajouter des intervalles. Voilà, je redescends ici. Donc, par exemple, si vous avez eu entre 90% et 100%, c'est, je vous dis, excellent, bravo. Entre 80 et, vous comprenez un peu le principe. Parce que là, il faut que je fasse attention quand je fais ça. Il est un peu capricieux. Je ne voulais pas m'embarquer dans ça nécessairement. Mettons entre 60 et 80, c'est... Évidemment, ça peut être plus...
Et le reste, ce sont des réglages courants, c'est-à-dire des réglages génériques qui s'appliquent à tous les modules de Moodle et non seulement aux tests. Donc, je vais passer par-dessus. Là, je fais mon enregistrement. J'espère que je n'ai pas trop bousillé de choses. Alors, je disais tout à l'heure, donc j'ai 5 tentatives. Donc, mes 6 participants sont allés faire des tentatives. Et j'ai des résultats ici. Donc, je peux faire le suivi de mon test. Donc, on va aller voir, par exemple, et là, je vois les notes, évidemment, de tout le monde. Il y a seulement 2 questions, donc sur 5 points chacune pour un total de 10. Pas très, c'est 0, 5 ou 10. Et je vais aller voir ici, par exemple, je veux voir qu'est-ce qui s'est passé ici à la question 1. Voilà, petite erreur. Donc, la réponse correcte est 1948. Et là, j'ai tout le détail pour mon étudiant Fadio 2 ici. Ça a pris 34 secondes. Il a mis 34 secondes pour répondre au test. Il y a 1 sur 2, donc 5 sur 10, 50 %. Il y a feedback, bête. Retourne étudier. Revois la vidéo. Excusez, c'est pas très poli. Mais, donc, j'ai le détail ici. Alors, vous voyez aussi, je ne vous avais pas encore montré le test, mais c'est ça. Donc, c'est une question choix de réponse avec bouton radio. Donc, une seule réponse possible. Donc, pas cocher plusieurs réponses. Puis, c'est la même chose, c'est le même type pour l'autre question. C'est dans le test 2 qu'on va voir une différence. Donc, je reviens à mon cours et je vais aller, parce que mon test 2, là, il n'est pas créé. En fait, il est créé, j'ai simplement créé, ajouté une coquille vide. Dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur « Ajouter », puis j'ai ajouté un test et j'ai donné un titre à mon test. C'est tout ce que j'ai fait, rien de plus. Parce que nous, on ne le voit pas. Là. Ah, vous ne le voyez pas parce qu'il est caché. Ah, j'ai fait exprès. Donc, c'est pour ça que j'ai la mention cachée pour les étudiants. Donc, oui, c'est vrai. Mais mes volontaires ne le voient pas. Alors, je vais aller dans les paramètres de mon... En fait, avant d'aller dans les paramètres du test, pas vrai, je vais cliquer sur le test pour l'ouvrir. Et là, j'essaie de l'ouvrir. C'est sûr, je n'ai pas de tentative. J'ai le message. Aucune question n'a encore été ajoutée. Donc, c'est sûr que mon test n'est pas valable tant que je n'ai pas ajouté au moins une question dedans. Alors, devant vous ce matin, je vais créer un test. Donc, je vais aller ajouter une question. Mes questions sont prêtes à côté dans ma feuille de suivi. C'est que je vais simplement faire du copier-coller pour aller vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter une question. Je n'irai pas dans la banque de questions parce qu'il n'y a pas grand-chose à part les 2 questions que j'ai déjà créées. Donc, je crée une question à partir de 0. Et je vais créer cette fois-ci, tantôt j'avais fait des questions en choix multiples dans le premier test. Je vais faire la même chose. Excusez, oui, ma première, c'est une question en choix multiples. Donc, qui va porter sur les différents droits. Et le libellé de ma question, toujours en lien avec la vidéo que j'ai présentée. Là, j'essaie tout simplement d'aller chercher mon texte à côté. Là, excusez, je vous allez voir un petit peu de noir. Ça va empiéter. C'est parce que je vais juste faire un copier-coller. Alors, je vais entrer le texte de ma question. Identifier les droits économiques, sociaux et culturels mentionnés dans la déclaration. J'avais mis entre... Donc, là, on va aller entrer les options de réponse possibles. Donc, le droit à l'éducation, qui est une bonne réponse. Ça va être facile. Hein? Je fais le test devant vous. Le droit au repos.
Alors, réponse 2, le droit au repos. J'ai 4 bonnes réponses. Donc, je vais donner 25 des points à chacune des réponses. Le droit au logement. Le droit au travail. Pour 25 j'ai ajouté comme mauvaise réponse le droit d'auteur. Ça, c'est une mauvaise réponse. Je vais lui donner une pénalité. Là, je vais donner moins 25. J'explique pourquoi je donne un score négatif. C'est parce que si je ne donne pas de score négatif pour une mauvaise réponse, parce que là, on peut cocher, l'objectif, c'est de cocher les bonnes réponses. Si je ne donne pas de score négatif, bien, les étudiants vont comprendre qu'ils ont juste à tout cocher pour avoir tout bon. Donc, en mettant moins 25, on dit ça annule une bonne réponse. Le dernier étant le droit de vote. Ce n'est pas une bonne réponse non plus. Oups, moins 25. Je pourrais être plus strict, enlever plus de points aussi pour les mauvaises réponses. Donc, vous voyez ça. Donc, j'ai 6 options de réponse ici. Et ici, j'ai activé, mélangé les réponses possibles. En fait, c'est activé par défaut. Par contre, là, ce que je dois indiquer, c'est que les réponses multiples autorisées. Donc, plutôt que d'avoir des boutons radio, ça veut dire qu'il y a une seule sélection possible. Là, c'est des cases à cocher. Donc, réponse multiple. Pourquoi? Parce que c'est ça ma consigne. C'est identifié parmi les... J'en ai 6, bien, il y en a 4 qui sont corrects. Voilà. Évidemment, dans un but formatif, j'irais penser à du feedback pour chacune des réponses. Peut-être aussi pour les mauvaises, peut-être plus pour les mauvaises réponses. C'est pour les personnes qui choisiraient les mauvaises réponses, pour leur expliquer que non, le droit d'auteur, ce n'est pas, et pourquoi ce n'est pas un droit socio-culturel mentionné dans la déclaration. Donc, je pourrais donner une explication, un feedback. Je ne le ferai pas ici là, parce que on a quand même des contraintes de temps. Et là, j'enregistre ma question. Est fait. Donc, j'ai une première question dans mon test. Je vais en ajouter une deuxième qui va être une question ouverte, donc une question de composition. Donc, j'ai tous mes types de questions ici. Puis là, je dois arriver, tomber dans le bon type de questions. Il y en a qui sont assez complexes. Là, ce matin, je me contente de type de questions assez simples. Donc, là, je vais vous demander un énoncé et la question, c'est pourquoi la déclaration n'est-elle pas admissible devant les tribunaux? Et là, vous devez répondre dans une boîte de texte. Vous allez avoir un éditeur, etc. Je pourrais donner ici de l'information à l'évaluateur. Je pourrais fournir un modèle de réponse. Je vais laisser comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer et demander ensuite, là, je ne suis pas tout à fait prêt parce que mon test est encore caché. On va aller le paramétrer. On va aller le paramétrer rapidement. Alors, ce que je veux, c'est... Je ne mettrai même pas de contrainte de temps. Une des contraintes que je vais faire, c'est une restriction d'accès. Et là, je vais ajouter une restriction qui va être basée sur la note obtenue au test précédent. Je refais ça pour être sûr que vous m'avez bien suivi. Alors, je suis dans les paramètres de mon test. Je viens de créer 2 questions dans ce test-là.
Et ici, dans restreindre l'accès, je vais aller créer une restriction basée sur la note. Et là, il va me donner, donc l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. Donc, il doit avoir fait son test 1 sur les droits humains. Et là, je vais être généreux, je vais dire ça prend 50%. Égal ou supérieur à 50% pour pouvoir passer au test 2. Si c'était plus strict, je demanderais 100%. Parce que de toute façon, tu peux le reprendre autant de fois que tu veux, ton premier test. Mais je vais vous faciliter la vie ce matin. Donc, ça va aller pour ça. Et là, je pourrais dire, écoute, ce test-là, il va compter. Donc, s'il compte, j'irai jouer dans les tentatives. Je pourrais mettre un chronomètre aussi, pour que ça dure. Mettons que vous avez 30 minutes pour répondre à ça. Pour que vous ayez le temps de consulter votre voisin sur une fois que vous voyez la question. Les éléments de question vont être mélangés lorsque des éléments de question. Ça va être avec un feedback a posteriori. Puis là, on va faire comme si on était dans la vraie vie. Là. Je ne vous donne pas tout de suite votre... Oui, mais après la tentative, je peux vous le donner. Je vais vous donner les points de feedback global si nécessaire. Il n'y en aura pas. Et de toute façon, je ne le ferme pas. Donc, après la fermeture, il n'y a pas lieu d'indiquer quoi que ce soit. Avec 2 décimales dans les notes et le nombre de tentatives autorisées. Par contre, ici, vous avez une tentative. Donc, vous ne ferez pas ça un nombre infini de fois. Vous faites une fois le test. C'est bon. Et je clique sur enregistrer et revenir au cours. Là, je ne vous demande pas, les volontaires, je ne vous demande pas de répondre sérieusement à la question énoncée. Là. Vous pouvez juste entrer un petit bout de texte de rien du tout. Et je vais donner 100% à tout le monde. Là, évidemment, avant qu'il soit disponible, je dois l'afficher. Et si vous rafraîchissez votre page, chers volontaires, vous allez voir apparaître le test 2. Là, je vais modifier le titre parce que ce n'est pas créé en direct, il a été créé. Vous allez pouvoir accéder au test 2 et vous voyez la mention accès restreint non disponible à moins que vous atteigniez une note requise dans test 1 sur les droits humains. Donc, seulement si vous avez atteint la note de 50% dans le premier test, vous pouvez accéder au deuxième test. Je vais vous attendre parce que je veux montrer. C'est bon, j'ai 3 tentatives. C'est bon, ça va. 3 tentatives. Vous voyez, j'ai 2 tentatives qui sont en cours. Donc, qui n'ont pas encore été remises. Et j'en ai une ici qui est remise. Donc, 2,5 sur 5 pour la première question. Et vous voyez, si ma question 2 est une question ouverte, elle n'est pas corrigée automatiquement, ça demande une intervention. Alors, ça nécessite, et là, c'est parce qu'il y a une fenêtre pop-up qui s'ouvre que vous ne verrez pas, si je comprends bien, parce que vous pouvez me confirmer que vous ne le voyez pas. Il permet on voit juste un carré noir apparaître. Juste un carré noir, c'est pas très beau. Hein? C'est pas grave, on va passer par un autre chemin pour aller à l'évaluation. Donc, j'attends les... Voilà, bon, c'est bon. OK. Là, j'ai assez de... J'ai assez de notes ici, ça va. Donc, je vais revenir... Non, juste dans le contexte. Je reviens dans le contexte du test. Et là, je vais aller dans mon menu ici. Et je vais aller dans Évaluation manuelle. Et là, je vais avoir une interface qui va me permettre d'accéder à la question qui doit être corrigée manuellement. Et là, je vais pouvoir faire mon évaluation.
Ici. J'ai dit donner un point à tout le monde. Je pourrais vous faire des commentaires aussi. Donc, je peux facilement venir annoter. Et quand c'est fait, j'enregistre. Là, j'avais tout le monde. Là. Si j'avais plusieurs personnes, il m'amènerait à la page suivante. Là, est-ce que j'ai tout bien fait? Je n'ai pas de message. OK, c'est beau. Donc, je retourne dans mon tableau de résultats. Et là, je vois donc que j'ai fait ma correction ici. J'ai donné 5 points à tout le monde. En fait, j'ai donné 1 point à tout le monde parce que la question était sur 1, puis après ça, elle est repondérée sur 5. Et voilà, donc c'est fait. Et tout le monde a sa note finale. Donc, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est bon. J'ai suivi ma feuille de route. Excuse, On a François. fait le test, oui. Est-ce que tu aimerais prendre quelques questions ou commentaires? Ah, ben oui. Bonne idée. Puis je reprends avec les statistiques des tests. OK. Dans le fond, on avait quelques questions que M. René Bélanger a répondu, là. Entre autres, le test doit être fermé pour modifier ou ajouter les questions. C'est une question de M. Fortin. René a répondu oui parce que les questions sont encore liées à un test. C'est bien ça? Après ça, on avait une question de M. Hadjidari. Est-ce qu'on peut appliquer le cours hybride pour le cours économétrie? Je ne sais pas si la question est claire. Peut-être que monsieur... peut-être clarifier le... Oui, pourrait prendre le micro peut-être. Parce que je ne connais pas le cours économétrie. Je ne pourrais pas vous dire. Ça, moi non plus, je ne comprends pas la question. Peut-être si vous pouvez lever la main pour prendre le micro, là, si vous désirez. Sinon, on avait une question de Corinne. Ben, 2 questions, en fait. La première, c'est est-ce qu'il existe une formation sur comment faire des plans de leçons dans Moodle? Ça dépend de ce que vous entendez par plan de leçon. OK, Corinne, je t'inviterai à prendre le micro si tu es toujours oui. là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Donc, c'est juste que quand, par exemple, je vais dans mon Moodle, je donne déjà des cours là, dans Moodle, il y a une activité qu'on peut ajouter qui s'appelle plan de leçon. OK. Puis moi... C'est pas l'activité leçon? Ah, leçon, peut-être, c'est leçon. Je me trompe peut-être. C'est juste qu'on m'a suggéré de l'utiliser pour un des cours que je donne, là, pratiquement tout en ligne. Mais là, je regarde ça, puis on dirait que je trouve ça vraiment big. Fait que je me demande, est-ce qu'il existe quelque chose? Tu sais, je comprends que ce n'est pas le sujet de la rencontre d'aujourd'hui, mais y a-t-il quelque chose qui existe? OK. C'est un des... Ben, écoute, il y a de la documentation là-dessus. Il y a... écoute, si tu me relances à la fin, je pourrais peut-être te référer à... il y a un modèle qui circule là, dans la communauté, qui est une leçon qui est déjà faite. Donc, ça te donne une idée de la façon dont ça fonctionne. Le module leçon de Moodle, c'est un des modules les plus complexes en termes de prise en main parce que on avance avec des embranchements. Donc, ça prend... oui, il faut que tu aies un plan de match au départ. Là. Tu conçoives ta leçon avec tes différents embranchements parce que on peut poser des questions et selon la réponse, bien, la leçon va prendre un embranchement ou l'autre. Il y a, je vais essayer de le retrouver, là, je pourrais t'envoyer la référence. Donc, si tu me relances à la fin. Et c'est une leçon sur l'alpinisme dans le Mont Blanc. C'est une situation, puis là, tu réponds telle chose. Je verrai à ce moment-là comment je peux l'appliquer à mes étudiantes en éducation à l'enfance. Mais il y en a qui le font, il y en a qui font du très beau travail, mais c'est un investissement. Là. La leçon, là, je le dis tout de suite, c'est comparativement à ça, un test, c'est relativement facile à mettre en place. Ben, c'est ça, là. Puis moi, j'utilise déjà les tests, j'utilise déjà plusieurs choses, mais je pense que là, je suis rendue... en tout cas, on verra. Je suis rendue à ce niveau. Merci beaucoup. Moodle avancé.
on reste intermédiaire. C'est bon? François, on a quelqu'un qui nous demande si ce serait possible de le partager ici dans le clavardage, là, le lien pour lequel, ou peut-être l'ajouter dans la présentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire. Ben, je vais essayer quand je vais remettre ma présentation à la fin, je vais essayer de le faire. Parfait. Je vais mettre une note. Oui, c'est ça, il faudrait que je le retrouve. Là, je viens de. Excusez. Là, je vais tasser. C'est bon, je me mets. Donc, dans la présentation qui sera disponible dans les prochains jours sur le site radio, ben, on aura la présentation de François puis le lien pourra être intégré dans cette présentation-là. C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai une question sur les dates d'inscription de début et de fin pour un élève. Oui. Est-ce que la question est suffisamment précise? Ou tu Oui, bonjour. Mon nom, c'est Josée Garneau. J'enseigne en individualisé et chaque élève a sa date de départ dans un de mes cours. Alors, la réalité, c'est que, en fait, ma question, c'est que Moodle semble me donner l'opportunité de mettre une date de début de son cours et une date de fin. Mais aucunement, dans Moodle, je peux voir une possibilité de mettre un pourcentage pour que, admettons que j'inscris mon élève le 1er février, il termine le 31 mars. Normalement, le 1er mars, Moodle pourrait me dire « Hey, t'es rendu à 50 de ta compétence. » Mais je n'ai pas trouvé nulle part. Puis je trouve ça un peu, permettez-moi l'expression, agace-pissette, de me dire « Oui, tu peux mettre une date de début, oui, tu peux mettre une date de fin, mais cette statistique-là n'est pas colligée dans Moodle. Je ne comprends pas pourquoi. » Il y a un développement qui a été fait par rapport à ça. Et je ne me souviens plus si c'est à partir de quelle version de Moodle. Donc là, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais j'essaie de me souvenir si le développement est en cours ou si c'est quelque chose qui est déjà disponible. Mais j'ai vu ça quelque part. Là, il y a moyen d'arriver à ce qu'on appelle entrée continue. Là, donc, on n'entre pas tous à la même date. On voudrait que les dates puissent s'ajuster. C'est exactement ça que j'ai besoin parce que là, on a des systèmes parallèles. Mais si Moodle peut le faire, puis j'imagine qu'il y a la capacité de le faire étant donné qu'il y a cette donnée-là. Je lui dis, mon élève commence le 1er, finit le 31 mars. Donc, oui, mais pas nécessairement. C'est parce que là, c'est l'ajustement des dates des différentes activités. Là. En fait, moi, c'est juste pour savoir il est rendu où dans son cheminement. Est-ce qu'il est rendu à 50 %? Est-ce qu'il est rendu à la fin? D'après le temps que je lui ai alloué. C'est plus complexe. Je ne veux pas prendre le temps pour les autres. Oui, mais regarde, c'est parce qu'on va aller dans le suivi pour savoir où est-ce qu'il est rendu dans son cheminement. Il y a des plugins qui peuvent nous aider à retracer, à voir le cheminement des étudiants. Et ça va peut-être être le temps d'aller voir justement, comme là, j'ai des données dans mon cours. Je peux aller voir dans les rapports pour savoir où sont rendus mes étudiants. Et j'ai mes petites cases ici qui sont cochées. Ça correspond à la notion d'achèvement. J'ai un tableau je peux aller consulter un rapport d'achèvement dans le cours. Donc, je dois aller ici dans plus, là, utiliser, attention, dans les rapports. Et j'ai le rapport d'achèvement d'activité que je vais vous montrer. Et là, j'ai mes participants ici et je peux les suivre selon tout ce qui est prévu. Sauf les derniers aspects. Imaginez que c'est toutes les activités de mon cours, mais je peux voir le cheminement parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, donc l'achèvement d'activité va être enregistré.
Oui, ça, c'est vraiment, M. Lisotte, c'est super, ça, comme outil, le rapport d'achèvement. Et il y a aussi la liste de progression. Puis ça, je peux voir, si je comprends bien, je peux voir la progression de mon élève à l'intérieur du cours et des activités. Mais j'ai quand même pas, Moodle ne me permet pas à date de mesurer l'espace-temps. Admettons que je lui dis, ben, tu as 60 heures pour faire tout ça, puis que je vois avec le rapport d'achèvement ben, qu'il est rendu à la moitié, mais ça serait intéressant que Moodle puisse me dire, ah, ben, tu es rendu à la moitié, puis, by the way, tu es rendu à la moitié dans ton espace-temps. C'est ça qui manque, je trouve. OK. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'on peut arriver à ça. C'est très pointu comme besoin. Oui, mais ça, c'est bon, ça. Du temps alloué, tenir compte du temps alloué pour l'achèvement des activités. Oui. Puis ils nous le permettent parce que, comme je vous dis, lorsque j'inscris un élève, je peux mettre une date de début et une date de fin. Bon, je vais y revenir parce que c'est, comme vous dites, c'est plus pointu. Je vais vous laisser continuer avec le rapport d'achèvement, mais je vous remercie vraiment beaucoup. De rien. Donc, ça m'a permis d'aller faire un tour dans le rapport d'achèvement, ce qui était ce que je voulais montrer. Parmi les rapports disponibles, c'est un des plus intéressants. Donc, juste pour refaire ce chemin-là, qui n'est pas tout à fait évident avec le thème Boost, donc dans les rapports. Je peux avoir le rapport de participation au cours, rapport d'activité au cours. Et si vous êtes, si vous voulez quelque chose de très, très précis, là, il y a les journaux, mais ça, c'est beaucoup plus technique comme suivi. C'est parce que là, si je vais voir les journaux, par exemple, aujourd'hui, je vais voir tout ce qui a été fait dans mon Moodle. J'ai tous les détails de ce qui a été fait dans mon cours. De façon très, très, très technique, là, parce que les événements sont notés. Donc, je sais qu'à tel moment, Julie, ici, est allée voir, a relu sa tentative de test. Ça, on s'en sert. C'est plate à dire, mais on s'en sert souvent quand il y a des petits litiges, puis que hey, on ne comprend pas, tel étudiant, il a dit qu'il a fait son test, mais pourtant, je ne le vois pas. On va creuser dans les journaux, puis on voit, OK, là, cet étudiant-là, il s'est connecté, oui, ce jour-là, il a accédé au test, mais il n'y a pas de remise. Donc, tout ce que vous faites, en fait, la plupart des clics dans Moodle laissent une trace. Donc, c'est un rapport qui est très brut. Ici, j'ai un portrait d'ensemble, mais de l'activité dans mon cours. Tu sais, je vois qu'il y a eu 72 consultations par 6 utilisateurs dans mon test 1 sur les droits humains. Donc, il y a eu beaucoup d'activités à ce niveau-là. Mais bon, ça ne me donne pas quelque chose qui est très précis, contrairement, par exemple, au rapport d'achèvement, à condition d'avoir activé l'achèvement dans mon cours. Avant de passer cette petite pause question-là, je disais, j'étais dans mon test, puis je voulais aller dans les statistiques parce que c'est un élément qui peut être intéressant si vous faites beaucoup de tests. Et je vais le mentionner. Je ne suis pas très calé en statistiques, mais vous avez accès, lorsque vous allez dans les résultats de votre test, vous avez accès à une commande statistique. Parfois, on peut négliger. Alors ici, j'ai pris mon test 1 sur les droits humains, qui est dans le cours FADIO, etc. Donc, il y a 5 premières tentatives. Il y a un nombre total de tentatives qui ont été faites. Donc, il y en a qui ont fait plus d'une tentative. Et j'ai la note moyenne des premières tentatives, la note moyenne de toutes les tentatives, la note moyenne des dernières tentatives. Donc, on voit qu'il y a une amélioration entre la tentative 1 puis la dernière tentative. Donc, j'ai tout un rapport statistique et j'ai je peux avoir un indice de facilité et un indice de discrimination sur certaines questions.
Là, je pense que si je n'ai pas d'indice ni de coefficient de discrimination, c'est parce qu'on travaille avec des très petits nombres et ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas significatif, mais il y a juste 2 questions dans le test aussi, là. On n'est pas avec des chiffres significatifs. Imaginez que j'ai un test de 30 questions, que je le fais passer à 50 personnes. Je peux ensuite aller voir l'indice de facilité d'une question. Donc, ça va être comparativement à l'ensemble, aux réponses de l'ensemble, et les fameux indices et coefficients de discrimination qui vont me donner une idée de la valeur discriminante de ma question. C'est-à-dire, est-ce que ma question, si je peux avoir une question qui est mal posée ou une question qui est erronée, là, je vais me retrouver avec un coefficient négatif. Ça pourrait me permettre de détecter des erreurs. Ça veut dire que, un indice de discrimination négatif, ça voudrait dire que peu importe, donc les plus forts comme les plus faibles, selon le résultat global, il n'y a pas de variation où les plus forts vont avoir moins bon que les plus faibles dans, je ne vais pas dire ça, c'est cette espèce de clivage-là, plus fort, plus faible, mais c'est un peu ça, là, en termes de statistiques, c'est qu'il pourrait y avoir des questions qui sont mal formulées, qui sont erronées ou qui discriminent mal les étudiants. Donc, ça peut être intéressant de regarder ces coefficients-là. Je voulais juste mentionner qu'on avait accès à quand même un rapport assez pointu ici pour les questions d'un test. Voilà. Donc, on a fait la partie test. Je vous ai montré comment créer un test, le paramétrer, l'obtention paramétrage, comment ajouter des questions. On est allé, je vais aller corriger, évaluer une question ouverte dans un test. Et là, on vient de voir les statistiques, les données, les résultats. Donc, on a tout fait ça. Je vais passer à l'étape suivante, qui est la remise d'un devoir. Donc, ici, je demande à mes volontaires de remettre un devoir. Donc, j'ai 6 participants. Il y en a qui ont mis le devoir et vous avez pris de l'avance. Vous avez vu le devoir en PDF. Et moi, j'allais tout simplement vous dire, ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous fournir le PDF. Ici, je vais l'amener, je l'ai ici dans ma zone du prof. C'est ce que vous ne voyez pas parce que c'est toute la section ici en passant que j'ai cachée aux étudiants. Puis j'ai des trucs dedans. Ça fait que là, je fais remonter mon fichier ici. Donc, si vous n'avez pas de fichier PDF sous la main, vous pouvez télécharger ce fichier qui est tout simplement du texte là, de remplissage, le REMIPSUM, puis vous pouvez le télécharger, le fichier PDF et le remettre. Alors, moi, ce que j'ai dit ici, c'est que ce que je veux dans mon devoir, on va aller voir les paramètres du devoir. Je donne une consigne rédigée sur un texte de 500 mots sur l'impact de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, une consigne assez générale. Et donc, j'autorise la remise dès le 17. Donc, la remise doit se faire jusqu'au 24. Je pourrais imposer une date limite stricte au-delà de laquelle je n'accepterai pas de devoir. Là, il y a beaucoup de cases à cocher ici aussi dans le devoir. Moi, ce que je veux ici, c'est une remise de fichier, mais ça pourrait être un élément de portfolio si c'est activé. Il y a l'outil Poodle aussi qu'on a ici en test qui permet de faire des enregistrements. Ça peut être le texte en ligne. Le texte en ligne, c'est une boîte de texte, donc on rédige directement en ligne plutôt que de remettre un fichier. Attention, par contre, là, le texte en ligne, n'embarquez pas dans ça pour une durée, pour un texte qui est trop long. Il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez bref, pas qu'il y ait de fin de session
en pleine rédaction. Donc, ici, je demandais à mes étudiants de me remettre un fichier, un seul fichier dans le devoir. Et ici, j'impose le format PDF. Donc, je peux imposer parmi une liste de fichiers, d'extensions de fichiers disponibles. J'ai choisi sous Document, j'ai coché PDF. J'ai tout un sélecteur ici. Donc, il n'y a pas moyen de me remettre autre chose qu'un PDF. C'est ça que je veux. Et donc, là, je vais sauter par-dessus les éléments Poodle. Ensuite, je vais aller remettre un feedback parce que je vais intervenir. Je vais aller voir je vais aller voir les devoirs et je vais intervenir. Donc, je vais faire la notation de PDF directement dans l'interface de Moodle. Et je vais demander d'avoir une zone de commentaires pour pouvoir faire des commentaires. Si je n'ai pas besoin de zone de commentaires, je peux tout simplement le décocher. Si je ne veux pas utiliser la notation PDF, pas avoir ça dans le chemin, je pourrais le décocher aussi. On va voir ce que ça fait tantôt. On va faire la différence entre les deux. Donc, le réglage de la remise des travaux. Je n'ai pas exigé que l'étudiant clique sur le bouton « Envoyer un devoir », mais je pourrais exiger. Donc, là, aussitôt qu'il est déposé, que le devoir est déposé, je peux aller le chercher. Et puis, il y avoir une déclaration de remise. C'est une sorte de déclaration qui est gérée de façon centralisée là, pour l'ensemble du site. Genre de déclaration, je reconnais que son travail, que ce document est le fruit de mon travail et que je n'ai pas plagié, etc. Donc, espèce d'engagement sur l'honneur que l'étudiant doit accepter avant de remettre son devoir. Ça, je ne l'ai pas coché. Attention, le réglage de remise en groupe. Donc, les étudiants remettent leur travail en groupe, c'est non. Là, je ne peux plus le modifier parce qu'il y a déjà eu des remises, là, mais j'aurais pu demander une remise de groupe. Attention à ce réglage-là. Donc, parce qu'une fois que c'est en place, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Donc, j'ai déjà vu des problèmes où on avait sélectionné remise en groupe alors qu'on voulait une remise individuelle. Puis là, les étudiants remettent, puis ils remettent pour un certain nombre de personnes. Et parfois, c'est tout le groupe classe. Donc, ça peut être un peu le chaos. Donc, il faut savoir ce qu'on fait quand on fait de la remise en groupe. Je vais laisser le reste des paramètres et je vais aller dans la consultation des travaux. Là, pour l'instant, j'ai 6 travaux remis, donc 6 travaux qui nécessitent évaluation parce que je n'ai pas encore commencé et je vais aller dans mon fameux tableau. Ici, tableau qui est parfois large, je pourrais cacher mon tiroir ici pour avoir un petit peu plus d'espace. Hein? On est un petit peu plus spacieux. Et là, je vais entrer dans ma phase d'évaluation. Là, je pourrais tout simplement aller cliquer sur les PDF ici, les ouvrir un après l'autre et je pourrais même faire une évaluation rapide. Je vais vous montrer si je coche la case évaluation rapide ici, je vais pouvoir rapidement entrer la note. Et un peu plus loin, j'ai une case de feedback. Donc là, je pourrais à la fois, et là, je pourrais tasser certains, par exemple, si je ne veux pas l'adresse courriel, je ne veux pas l'avatar. Autrement dit, je peux réduire mon tableau ici. Je peux jouer avec l'affichage. Je ne veux pas avoir la dernière modification. Donc, j'ai presque... Puis là, j'étire sur mon grand écran. Là, je peux presque aller faire mes commentaires directement dans cette page-là. Ça va pour quelque chose qu'on veut évaluer rapidement. Donc, ce qu'on appelle l'évaluation rapide, c'est qu'on reste dans le tableau. Et là, si je décoche l'évaluation rapide, je ne suis plus dans mon tableau et je dois aller cliquer sur Note, par exemple. Donc, je vais aller cliquer ici et là, je tombe dans l'interface de correction. Et comme on m'a remis un PDF, ben, j'ai un outil d'annotation ici
dans Moodle qui est, je veux dire, qui est quand même... Non, ça, c'est le... Ça paraît que je ne l'utilise pas souvent. Donc, je peux venir faire ici un beau dessin. Je peux surligner. Donc, je peux ajouter une... OK. Je peux ajouter un commentaire. Enfin, presque. Comment on fait déjà? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans ça. J'ai même des tampons. Donc, c'est un outil d'annotation PDF qui est, comme il est en ligne, directement intégré. C'est rapide, mais c'est un peu primitif. Bon, OK, lève là ma zone de commentaires. OK, je ne ferai pas ça pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, là, je suis en train d'annoter le travail de René. Moi, je dis que ça vaut 90 ça. Et je peux aussi entrer des commentaires ici. Donc, François, cette partie-là, ce style de correction-là, c'est juste pour des PDF, ce que demande M. Guy Fortin? Oui, en fait, ça va dépendre de votre Moodle. Nous, on l'a désactivé parce qu'il y a il y a un convertisseur aussi qui peut aller chercher d'autres types de fichiers, mais par contre, qui posait problème et on a déjà eu de sérieux problèmes de conversion. Ça pouvait faire même lancer des processus sur le serveur. Donc, techniquement, ça pouvait devenir très lourd parce que il y a des fichiers qui sont quand même faciles à convertir, des fichiers texte assez simples, mais des fichiers très complexes qui demandent beaucoup de traitements qui peuvent faire planter le convertisseur en PDF. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, ben regardez, vous me remettez un PDF, c'est qu'on va utiliser l'annotation PDF. Et ce que je veux faire aussi, donc, ici, je ne ferai pas d'annotation, là, je donne 98. Et je clique sur enregistrer et afficher la suite. Donc, je suis en train de passer à travers tous mes étudiants, toutes les remises pour faire une annotation ou une correction. L'autre façon de faire, donc, c'est de retourner à mon devoir. Ça va pour, je dirais, une annotation légère. Si je voulais maintenant les annoter avec mon outil d'annotation préféré, par exemple, sur ma tablette, je pourrais aller chercher tous les travaux remis, les télécharger en lot. Là, en bas, j'ai une petite... j'ai un filtre ici, j'ai une commande. Donc, par défaut, si je vais chercher tous mes fichiers, tous mes devoirs remis en PDF, il va me les envoyer dans une structure dans laquelle chaque PDF va être dans un dossier. Je vais avoir un dossier zip, puis là, je vais l'ouvrir, puis je vais avoir des dossiers. Sinon, je vais aller chercher un zip qui va contenir uniquement les fichiers. Autrement dit, si dans mon devoir, je vous demande de remettre plus d'un fichier, ça peut être un ensemble de 3 fichiers, ça peut être 3 images, par exemple, mais à ce moment-là, c'est avantageux de télécharger les travaux remis dans des dossiers. Un dossier pour René, un dossier pour Fadio 2, vous voyez le principe. Mais là, comme il y a seulement un fichier remis, ça va être plus simple d'aller chercher uniquement
Un zip au premier niveau. Alors là, je télécharge mon fichier zip. Et là, j'imagine, est-ce que vous voyez dans le navigateur, peut-être pas, que j'ai Oui, téléchargé? on voit le dossier zip Vous qui est là. voyez le dossier zip qui est là. Et là, par contre, si je fais ça, là, il faudrait que je passe en partage d'écran. Oui, fenêtre grise. Bon, fenêtre grise. Je vais faire un... Ce ne sera pas très beau. Je vais partager tout mon écran en l'espace d'un instant. Donc, je vais chercher ici. Donc, dans mes téléchargements, j'ai mes devoirs. Et là, évidemment, qui ont été renommés. Et je peux les ouvrir, je peux les annoter et les retourner dans un zip à condition de ne pas modifier le titre qui est là, donc qui a été attribué. Puis là, Moodle va les reconnaître, va aller les replacer au bon endroit. Alors, vous me suivez. Donc, je pourrais lancer, et là, j'ai tout simplement un simple lecteur PDF, là, mais imaginez que c'est un outil d'annotation super puissant, mon outil d'annotation préféré. Je fais mon annotation directement dans le PDF, j'enregistre, et une fois que c'est fait, je vais sélectionner mes fichiers et je vais tout prendre ça et je vais faire envoyer. Bon, c'est parce que là, ils ne sont pas... je n'ai pas dézippé, c'est pas vraiment l'effet. Donc, imaginez qu'au départ, je fais l'extraction. On va faire ça comme il faut. OK? Donc là, j'ai mes fichiers extraits. Je modifie chacun des fichiers en les annotant. Je garde le même titre et après ça, je vais aller créer un zip. Donc, moi, j'utilise Windows ici, envoyé vers dossier compressé. Évidemment, mon dossier ici porte le nom du dernier fichier. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je peux le renommer. Et là, je vais prendre mon retour zip et je vais aller le remettre. Donc, je vous remets ce que vous m'avez remis. Donc, ici, je vais rafraîchir. Où est-ce qu'elle est la commande pour la commande de retour déjà? Donc, OK. Est-ce que ça se peut que, oui, c'est ça. Je pense que je perds ma commande de renvoi des... Parce que comme j'ai déjà commencé à faire mon annotation, j'ai déjà renvoyé un fichier à René, par exemple, ici. Donc, je peux pas faire mon fameux retour automatique. Donc, excusez, ça me manque un petit peu dans la démonstration. J'aurais une commande ici qui me permettrait de retourner l'ensemble de mes fichiers zippés. Donc, j'irai chercher mon fichier zip et là, mon fichier corrigé serait renvoyé en lot. Pratique, si vous avez un grand groupe, je ne sais pas si vous avez 30 fichiers à traiter, c'est peut-être plus simple de le faire de cette façon-là. Donc, il va les déposer à chaque... Il les dépose à chaque étudiant, François? Oui. C'est cool. Oui, exact. Donc, il y a ça. Et si, c'est ça, si vous êtes... François, s'il vous plaît. Vous pouvez transférer ça sur une tablette. Hein, vous dézippez, vous transférez ça dans un dossier sur le nuage. Ça peut être OneDrive. Vous allez faire vos annotations, tournez ça, vous zippez ça, puis ça repart. Oui, il y a une question? Il y a quelqu'un qui... C'est Mireille Laflamme qui demandait est-ce que tu peux nous... Attends, là, est-ce que vous m'entendez? Oui.
François, là, il faudrait absolument que tu nous fasses la démonstration qui fonctionne. À toutes les fois qu'on arrive pour cette étape-là, ça ne marche pas. Puis là, nous autres, on a comme des bugs un peu. Là. Si tu pouvais nous faire toute l'étape jusqu'à la fin pour nous montrer que ça fonctionne, puis c'est le tour est joué, on a un tour de main. Mais quand on arrive pour la faire, non, c'est pas si facile que ça. Fait qu'il doit y avoir une étape. Juste seconde, ça bug. Fait qu'il doit y avoir une étape qu'on ne fait pas. Ça bug, puis je ne suis même pas capable de vous le faire. Je suis même pas capable de vous le faire parce que j'ai commencé à les annoter. Ce qui est important là, dans l'opération, c'est la plupart des problèmes, c'est ici, dans la façon de zipper. OK? Ce que j'ai fait, là, j'ai mon fameux fichier de retour, là, je vais le supprimer. Il faut être dans le dossier, il faut aller chercher chacun des fichiers, puis on les zip ensemble, donc envoyer vers dossier compressé. C'est ça qu'on renvoie. Ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi j'ai téléchargé ça dans mes images, moi? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, OK, j'ai mes fichiers ici, je prends ce dossier-là et je le zip. M'excuse, François. Parce que dans ce cas-là, je vais avoir un dossier dans le dossier. Et c'est ça qui va poser problème. Oui? Il y avait Marie-Josée Tondreau qui disait « Tu peux dupliquer le devoir et nous allons le redéposer. » Je ne sais pas si ça peut t'aider dans le... Oui, c'est ça. Mais t'as coup que je rate mon coup, là, Mireille va rire de moi. Dans le fond, c'est à toi de... OK, on va faire ça. Je vais dupliquer le devoir. Puis là, je vais dupliquer le devoir, puis là, je ferai vous allez faire une nouvelle remise et je vais faire ça, moi. Comme ça filet. OK. Si tu me remets quelque chose, là, je vais le faire. On recommence à remise du devoir 1, copie, là, on faisait la duplication du devoir 1. Et c'est parce que faut aller faire le travail d'équipe ensuite. En attendant, je vais juste passer à l'étape suivante où il y a un sondage. Alors, l'activité sondage, c'est très, très, très simple. C'est une question qui s'appelle... c'est parce que le sondage, c'est la traduction de choice. Je trouve que ça a plus de sens en version anglaise. Donc, je vous demande de choisir un sujet parmi 2 sujets proposés. Alors, je vous fais faire un travail d'équipe sur les droits humains aux États-Unis et les droits humains à Cuba. OK? Vous allez dans le sondage et vous devez choisir le sujet qui vous intéresse. Mon sondage est formaté de façon à ce que, si je vais dans les paramètres, j'ai 2 options de réponse possibles, mais j'ai une limite. Vous êtes 6 volontaires, au principe, une limite de 3 réponses pour droits humains aux États-Unis, 3 pour Cuba. Donc, premier arrivé, premier servi. Les 3 premiers, vous avez le choix. Ensuite, si tout le monde choisit les droits humains aux États-Unis, les autres vont devoir prendre les droits humains à Cuba. Donc, je vais devoir choisir l'autre sujet. Donc, ça me permet de répartir mes sujets. Et à partir de là, selon les résultats au sondage, moi, je vais aller créer des équipes. Après ça, donc, ça va me permettre d'aborder la notion de création d'équipe et parler de groupe et de groupement, qui est un autre aspect, disons, assez subtil dans Moodle. Et ce que j'ai fait comme restriction d'accès ici, parce que oui, je voulais jouer avec les restrictions d'accès, j'ai mis l'accès conditionnel à l'envoi du devoir. Mais quand on ajoute une restriction d'accès, ce que j'ai comme possibilité, c'est date, note, profil utilisateur, jeu de restriction. Jeu de restriction, c'est quand on va faire plusieurs restrictions.
ce que j'ai utilisé ici pour le devoir, c'est l'achèvement d'activité. J'aurais pu choisir une note, mais là, ça m'oblige à aller attribuer une note à tout le monde dans le devoir avant que vous puissiez, avant que les étudiants puissent accéder à l'activité suivante. Alors que ce que je veux, c'est qu'ils remettent un fichier, puis après avoir remis un fichier, ça débloque l'accès au sondage. Alors, à ce moment-là, j'ai recours à l'achèvement d'activité. Donc, ce que j'ai comme condition, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. L'achèvement de l'activité, remise du devoir. Donc, remise du devoir doit être marquée comme terminée. Ça va jusque-là, vous me suivez? Donc, pour accéder au sondage, l'étudiant doit avoir terminé le devoir 1. J'appelle remise devoir 1. Sauf que, qu'est-ce qui fait qu'il est considéré comme terminé? Et c'est ça la notion d'achèvement. Qu'est-ce qui fait que mon devoir ici est considéré comme terminé? Bien, je suis allé dans les paramètres. Là, ce que j'ai pris, oui, j'ai pris le bon. Je vais dans les paramètres de mon devoir ici et je vais dans achèvement d'activité. Et là, je vais aller entrer mon critère. Mais là, c'est déjà fait, donc je ne peux pas modifier mon critère. C'est verrouillé. Il faudrait que je déverrouille. Puis là, ça risquerait de modifier des choses pour les personnes qui ont déjà fait leur devoir. Mais vous voyez ici, donc, quelle est la condition d'achèvement? Le participant doit remettre quelque chose pour terminer cette activité. Donc, dès que tu as remis ton devoir, tu es considéré comme l'ayant terminé. Ça aurait pu être les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Ou plus simple, les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Mais afficher, je trouve que c'est pas. Non, juste cliquer sur devoir, c'est pas assez. Il fallait remettre quelque chose. Donc, dès que la remise est faite, c'est considéré comme étant achevé. Et là, c'est cette condition-là que je récupère comme restriction d'accès dans le sondage pour pouvoir vous donner accès au sondage. Et ensuite, chers volontaires, vous allez aller répondre au sondage pour faire votre choix d'activité. Là, je vais refaire mon partage. C'est bon? On va centrer ça sur ma fenêtre. Pas que tout le monde voit mon désordre non plus. Je vais faire mon partage sur ma fenêtre de devoir. Et là, je me reprends parce que je viens d'être mis au défi par Mireille de réussir du premier coup ce que je voulais faire. Donc, je vais consulter tous les travaux remis. Ça paraît-tu que je suis nerveux, là? Qu'on chante une petite chanson en attendant. Veux-tu qu'on chante une petite chanson en attendant? Ben oui, François, c'était pas allez. pour te mettre au défi, là. C'était juste que non, si jamais on voyait une démonstration qui fonctionne, ça m'encouragerait. Mais t'as pas de pression. OK, je vais aller. Attends un peu. J'ai bien fait. Je les veux. Je ne les veux pas dans les dossiers. OK, je vais télécharger les travaux. Coucou. Alors, je vais rafraîchir ma page. J'ai trop fait de... OK. Alors là, il m'envoie... J'enregistre mon zip. Mais là, ben non, c'est pas une bonne idée, mon partage. Je vais refaire mon partage, le partage de tout mon écran. Vous puissiez voir. Donc, j'ai mon super remise de devoir copie. Et je vais faire l'extraction des fichiers. Là, on fait comme si j'allais les annoter. OK? Je les ouvre, j'en ouvre un, je fais mon annotation, j'enregistre, je ferme, etc. Ils gardent le même nom, mais j'ai fait mon annotation. Je vais
ensuite les zipper. Puis j'ai l'air bien relax. Hein? Je fais super bien ça, François. On a même des gens qui nous écrivent dans le chat que tu fais ça. C'est bon, super. J'ai l'air relax, hein? Mais non, mais je suis stressé, là. Parce que quand on arrive ici, est où l'option pour retourner les... tout... OK. OK, je fais un appel à l'aide. Oui, ça peut être un appel à tous. On va faire un appel à tous. C'est où ma commande pour retourner mes travaux? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ici, on avait José Garneau qui nous disait lors de la création du devoir, on doit cocher « Ajouter une pièce jointe ». Après, on peut. C'est qu'elle écrit, on peut. Feedback. Hein? José? Peut-être qu'elle veut prendre le micro. Oui, Après, les gens T'es bien trop. En fait, je corrigeais des examens. J'ai oublié mon feedback, c'est ça? Ben, en fait, Voilà. si je comprends bien, vous avez de la misère à envoyer une Ouais. pièce jointe. Donc, il faut juste. C'est ça. Ouais. Fichier de feedback. Voilà. Puis, vous avez aussi feedback pour annotation PDF? Non, parce que ça, c'est pour avoir. C'est exactement ça. Exact. Fichier de feedback vous allez que être je dois correct. envoyer. Merci. Bienvenue. Ah, me voilà rassuré. Oui, tantôt, c'est ça. Tantôt, j'ai trouvé une autre excuse pour expliquer qui tenait peut-être pas la route. Je disais qu'il y avait déjà une remise, c'est peut-être pour ça. Et c'est peut-être pas ça. J'avais oublié de cocher mon. Donc, comme feedback à mes étudiants, ben, je dois leur remettre un fichier. OK, j'y vais comme ça. On va être bon. 10h41, on va y arriver. Donc, ici, je vais avoir téléchargé, déposé plusieurs fichiers de feedback dans un zip. OK, c'est bon? Je vais ici. J'ai pris ça, puis je l'ai rezippé, puis je l'ai appelé. Je ne l'ai pas appelé retour tantôt. Mais François, il était dans ton dossier dézippé. Eh oui. Tu vois? Oui. Il faut qu'il soit là. Excusez. Je vois qu'on suit bien. Et là, confirmer le dépôt. Donc, là, j'ai ma confirmation ici. Nouveau fichier de feedback pour l'étudiant. Si vous avez ça, c'est bon signe. Confirmer. Fichier de feedback ajouté. Donc, ici, dans mon tableau, si je me promène, là, j'ai caché bien des affaires. Là. Je vois mon dossier, il est retourné. Oui, ici. C'est le seul que je n'ai pas encore. Moi aussi, j'ai bien Voilà, un fichier de feedback. Je l'ai bien reçu. C'est correct? Oui. Et j'ai dû échapper entre-temps celui-là ici qui a été remis après. Donc, il n'était pas dans mon premier 10h38, là, il n'était pas dans mon premier téléchargement. J'en avais juste 4. Voilà. Mireille, correct? Tadam! Bravo, François. Merci. Merci, François. Merci. Yo, je vais prendre une petite gorgée d'eau, là. Hein? Ça fonctionne. Tout le monde nous écrit que ça fonctionne. Excellent. OK. On saute aux équipes. Alors, je vais aller voir mon sondage. Là, vous voyez tout mon équipe. Là, je ne joue pas avec mon partage d'écran. Là, je vous montre tout.
Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai ça. Je peux le... Ah non, ça, c'est ma... Excusez. Je viens de cliquer, c'est sur sondage que je dois aller. François, est-ce qu'on peut se garder un petit 8-10 minutes à la fin? Peux-tu... On peut se garder un petit 8-10 minutes à la fin. Pour les questions? 8, oui. 8? OK, on va y aller avec 8. OK. Questions, commentaires. Sinon, François, juste mentionner aux participants que j'ai mis dans le chat le lien vers l'évaluation de l'atelier. OK. Juste cliquez dessus, là, s'il vous plaît, pour donner de la donc, rétroaction. donc, j'ai ça ici comme distribution de choix. Donc, moi, je vais aller faire des équipes dans mon cours. Donc, j'ai ici, j'ai 2 onglets. Je vais sauter d'un à l'autre pour pouvoir bien voir. Et donc, je vais dans mon cours ici. Je vais sur plus utilisateur et je vais aller créer, quand je dis que je vais aller créer des équipes, dans le fond, ce que je vais faire, c'est des groupes. Et là, j'entre dans l'univers un peu bizarre des groupes dans Moodle et je vais parler au passage des groupements. Donc, c'est un peu ce que je veux faire. Je veux créer des... En fait, je vais utiliser créer groupe automatiquement pour juste créer 2 groupes. Ça va être selon le nombre de groupes. Je veux créer 2 groupes et ça va s'appeler équipe. Ça va être le schéma de dénomination. Là, il va me créer ça automatiquement. Voilà. Je clique sur envoyer. Je ne fais pas d'attribution parce que... Donc, j'ai mon équipe A et mon équipe B. Et dans mon équipe A, je vais mettre Fadio 2, Guillaume et Fadio 5. Donc, dans mon équipe A, je dis Guillaume, Fadio 5, Fadio 2. Vous allez faire le truc sur les États-Unis, vous allez former une équipe. Et l'autre, ben, ceux qui n'ont pas fait de choix, donc c'est c'est quoi? C'est René, non, tantôt c'est 2. Je me souviens plus de qui va où. On va dire que c'est comme ça. Après, François, tu aurais pu le voir avec le petit chiffre qui est au bout du nom. Tu vois qu'il est déjà dans une équipe, les autres sont dans 0 équipe. C'est voilà. mon truc à moi, en tout cas. Merci. Je suis correct? 3-3. OK. Là, ça va bien. J'ai créé 2 équipes. Donc, c'est 2 groupes. Hein? Je pourrais, par contre, avoir un groupe classe ici, 1 ou 2 groupes classe dans mon cours qui viendraient interférer avec les équipes. Lorsqu'on a plusieurs niveaux de groupes, ou j'ai des groupes classes, ou j'ai des équipes pour telle activité, puis j'ai d'autres équipes, donc un autre mélange d'étudiants pour une autre activité. À ce moment-là, je dois utiliser le groupement qui est, par définition, un groupe de groupes. Pour activité 1, par exemple. Donc, je vais faire un groupement. Et dans ce groupement-là, je vais aller ajouter les équipes A et B. Et je pourrais faire d'autres équipes, donc un autre mélange d'équipes que je pourrais mettre dans un autre groupement. Donc, ça pourrait être d'autres équipes, d'autres collaborations. Alors, pourquoi je fais tout ça? Parce que ce que je veux faire en bout de ligne, c'est tout simplement, et ça se termine pas mal avec ça, je veux aller créer un forum, je ne sais pourquoi pas, une activité, et là, je vais créer un forum un forum standard. Tu peux faire des ateliers aussi comme ça, hein, François? C'est super le fun aussi. Oui, ça dépend de ce que vous entendez par atelier. Ben, l'activité atelier. Avec des équipes? Oui. Parce que dans l'activité atelier, c'est de l'évaluation par les pairs. Oui, exact. Et vous faites ça par équipe? Ça, là, on est rendu...
On est rendu loin. On est Hein? rendu, Mais en oui, littérature, puis en oui, philo, là, hein, moi, je fais ce moment-là. Oui, doucement, là, je suis juste en train de... OK, je vais juste aller dans les réglages de groupe. Donc, je vais réserver... Donc, je vais faire des groupes séparés et je vais réserver le forum à mon groupement 1. Alors, ce que je viens de faire ici, je viens de créer un forum, ce forum-là tout nu. Je le mets en mode de groupe séparé. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme deux grands fils, un forum pour mon équipe 1, mon équipe 2. Vous voyez un peu le principe. Et je réserve ce forum-là au groupement. C'est pas, ici, ce n'est pas nécessaire parce que j'ai juste 2 groupes, mais si j'avais plus d'un groupe, il faudrait que mon groupement serait absolument essentiel. Combien de fois j'ai vu des profs qui disaient qu'il y avait un groupe classe qui contient tous les étudiants, puis après ça, qui fait des sous-groupes d'équipes, puis qui fait un forum de groupe, puis il se rend compte que le forum est accessible à tout le monde parce que le groupe classe qui est entré en conflit avec les sous-groupes. Donc, d'où la notion de groupement. Je m'écoute parler, là. Je ne suis pas sûr que c'est clair. Et ça, j'ai fait dans ce que je vais vous envoyer à la fin. J'ai fait un tutoriel sur jongler avec les groupes et les groupements dans Moodle. Chers volontaires, pouvez-vous aller me confirmer que vous êtes bien par équipe et que vous ne voyez pas les membres de l'autre équipe dans votre forum? Donc, peut-être juste à l'ajouter une discussion rapidement, dire salut, bonjour et faire la preuve que j'ai bien paramétré mes affaires et que ça ne se touche pas et que moi, je vais pouvoir aller, quand ça va être fait, là, je vais pouvoir aller consulter les discussions de forum en passant, en filtrant par équipe A ou équipe B. Moi, j'ai accès à tout. Et j'ai le nom de mon groupement ici qui est... Voilà. Voilà ce que j'ai. Donc, les gens de l'équipe A, vous ne voyez pas ce qui est dans l'équipe B. Les gens de l'équipe B, vous ne voyez pas ce qui est dans l'équipe A, mais moi, je suis le prof, je vois tout. N'est-ce pas? Vous me confirmez que ça fonctionne? Vous êtes chacun dans vos forums. Et moi, Oui, ça marche. Je peux aller intervenir. Tu sais, je vois que ça travaille fort. Puis, excellent, merci beaucoup. Donc, on a fait cette preuve-là. Voilà pour les forums, la notion d'achèvement, le rapport d'achèvement, j'ai fait ça, j'ai réussi à passer à travers ma feuille de route dans les délais. Et ce que je vais faire pour terminer, je vais vous enlever ça ici et je vais vous publier mon fameux document qui m'a servi ce matin de guide. Dans ma présentation, j'ai tout ça. Je vais être très, très, très transparent. Là. Je ne fais pas de flafla. Vous avez même mes notes qui ont servi à faire du copier-coller pour créer des questions, mes rappels, tout ce que j'ai fait, comment j'ai fait l'intégration de vidéos YouTube. Et ce que j'ai mis, c'est que devant, j'ai mis les RESS pour ressources. Donc, des ressources qui existent déjà et qui touchent, par exemple, la création ou l'administration d'un test. Là, je vous réfère à notre site de formation où on a administré un test en ligne. Là, ça demande un compte. Vous créez un compte et vous authentifiez pour accéder à ça. Sinon, il y a des petites capsules, des petites astuces Moodle que j'ai publiées au fil du temps et qui touchent à ces aspects-là. Ce sont de brèves capsules. Donc, tout ce qui est RESS, c'est des
c'est ça, des ressources que vous pouvez consulter après coup qui viennent toucher ce qu'on a vu ce matin. Là, j'ai bien des pages blanches ici. Je vais faire... et je vais vous partager. Donc, je vais rendre ça public. Je vais obtenir un lien de partage. Je copie le lien. Et tous ceux qui ont le lien vont pouvoir sur un Google Doc. Je mets ça dans la fenêtre de conversation ici. Voilà. C'est bon? Et maintenant, je suis à vous. OK, bien merci pour le bel atelier, François. Tu sais, on est conscient que là, il y a des questions beaucoup, mais on verra la possibilité peut-être de faire un atelier avancé si jamais il y a des demandes pour ça éventuellement. Je le dis dans le fond, si vous voulez remplir l'évaluation de l'atelier, vous pourrez nous le suggérer si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir un atelier avancé éventuellement. Pour l'atelier d'aujourd'hui, il nous reste 4 minutes. Donc, dans le fond, pour ceux qui doivent quitter, vous pouvez le faire. Par contre, s'il y en a qui veulent rester, je ne sais pas si François, tu es encore disponible un petit 5. Oh oui, c'est bon. Oui, oui. Donc, on a dans le clavardage des merci pour l'atelier pour toi, François, mais je pourrais te transmettre le clavardage à la fin. Donc, c'est ça. On pourra, je peux même arrêter l'enregistrement. Parce que des fois, il y en a qui sont moins à l'aise de poser les questions en ouvrant la caméra quand l'enregistrement est ouvert. Donc, merci à tous. Et dans le fond, juste mentionner que le prochain atelier sera à midi. C'est un atelier du REFAD, la transformation numérique des cours présentiels en cours hybride en enseignement supérieur qui sera offert par Catherine Vian de l'UQAM. Donc, vous pouvez vous joindre à nous si ça vous intéresse.